Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre série de balados, Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants, afin d'améliorer notre compréhension des troubles de mémoire et de réduire la stigmatisation. Notre invitée aujourd'hui est Aline Moussard. Aline est neuropsychologue et gestionnaire de projet au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, où elle étudie différentes approches préventives visant à réduire le déclin cognitif et le risque de démence associé au vieillissement. Dans son travail, elle s'intéresse entre autres aux effets de la musique et d'autres loisirs sur le cerveau, à la fois pour la prévention et la prise en charge des troubles neurocognitifs tels que la maladie d'Alzheimer. Ce balado est le premier épisode d'une série de 2 balados consacrés à l'impact de la musique sur le cerveau et en particulier aux bienfaits du chant choral sur les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs liés au vieillissement. Au début de notre entretien, j'ai demandé à Aline ce qui l'avait amenée à ce champ de recherche. Alors, ce qui m'a amené à ça au départ, c'est totalement le hasard, en fait. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer, quand j'ai commencé mes études de doctorat à Dijon, en France, de rencontrer Emmanuel Bigan, qui est un chercheur à l'Université de Bourgogne, et qui est aussi un grand musicien, et passionné des effets de la musique sur le cerveau. Et Emmanuel Bigan m'a connecté ensuite avec Isabelle Peretz, donc du laboratoire Brahms de l'Université de Montréal, où j'ai pu continuer ma thèse de doctorat. Et alors là, on découvre tout un champ d'application du domaine de la musique. Donc le Brahms, c'est tout ce qui étudie les effets entre le cerveau, la musique et le son. Euh, donc là, c'est vrai qu'il y a un monde de possibilités. Et j'ai trouvé le sujet, et je trouve toujours le sujet totalement passionnant. Quand on parle des effets bénéfiques de la musique, ou il y a peut-être aussi des effets négatifs, on ne le sait pas, mais quels sont les effets de la musique sur nos cerveaux? Alors oui, les effets sur le cerveau, ils sont vraiment multiples. On a des effets à court terme, il y a des effets à long terme, il y a des effets de l'écoute musicale qui sont différents de ceux de la pratique de la musique. Suivant aussi la situation, il va y avoir des effets sur la cognition, sur le langage, sur la motricité, sur l'humeur et le comportement. Euh, alors, bien sûr, là, ça dépend vraiment comment on se situe, qu'est-ce qu'on cherche à faire, à prévenir, à guérir. Si on parle de personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, ben, par exemple, il y a certaines utilisations de la musique qui vont viser à améliorer la qualité de vie de ces personnes. Ça va permettre, par exemple, de stimuler des patients qui sont très apathiques à cause de la maladie d'Alzheimer, par exemple, dans un stade modéré à avancé. Ça va permettre de ramener un petit peu de la vie et de l'éveil chez ces personnes-là. À l'inverse, on peut aussi se servir de la musique pour apaiser des patients qui sont agités ou qui ont des comportements agressifs. La musique va permettre de réguler un petit peu ces troubles de l'humeur. Mais on peut aller aussi complètement du côté, par exemple, de la motricité avec des personnes qui auraient une maladie de Parkinson. La musique peut être utilisée pour aider à la rééducation de la marche. Euh, Ça peut être aussi pour la rééducation de la production de la parole chez des personnes qui ont un problème de langage et de production de la parole à la suite d'un accident cérébrovasculaire ou de certains troubles neurocognitifs aussi. Donc c'est vrai que là, selon où on se situe là dans ce système-là, quelle est notre approche, quel est l'objectif avec les personnes avec qui on travaille, on peut viser plein d'effets de la musique sur le cerveau. Si on se situe en prévention, comme ce que je fais moi actuellement, ben, ça va être plus d'essayer de renforcer les fonctions cognitives, ce qu'on appelle la réserve cognitive des personnes, pour essayer de maintenir un bon fonctionnement le plus longtemps possible, d'être plus résistant et résilient face aux effets du vieillissement sur le cerveau. Donc potentiellement de repousser l'apparition euh, des maladies neurodégénératives. Quand on parle de troubles neurocognitifs liés au vieillissement, entre autres, surtout les troubles de mémoire, est-ce qu'il y a un style de musique qui est mieux que d'autres pour stimuler cette partie du cerveau? Est-ce que la musique classique est meilleure ou le rock ou le rap ou... Ben, c'est une très bonne question. D'une manière générale, il n'y a pas un style de musique qui serait meilleur qu'un autre dans l'absolu. Euh,
Il y a cette espèce de croyance populaire que la musique classique va être plus bénéfique pour le cerveau, qui vient Oui. de une étude qui est sortie il y a déjà quand même pas mal de temps, dans les années 90, qui avait fait un peu un buzz là, avec ce qu'on appelait à l'époque l'effet Mozart, qui disait que quand on écoute Mozart, ensuite on performe mieux à des tâches cognitives. C'est vrai, mais c'est pas spécifique à la musique de Mozart. En fait, c'est spécifique au fait d'écouter de la musique stimulante, qui nous éveille, qui nous réveille. En anglais, on appelle ça le arousal. C'est le fait de se sentir plus alerte et plus réveillé, mieux réveillé. Donc, on va être meilleur ensuite à tout ce qu'on fait, mais de la même façon que si on est allé faire le tour du bloc en marchant à l'air frais, ça va rebooster un petit peu nos capacités. Alors, il y a des études qui ont montré ensuite, suite à ça, l'effet Blur chez les adolescents. Alors, Blur, c'est un groupe de rock anglais. Oui. Et puis, la même chose chez des enfants japonais avec des petites comptines japonaises. Donc là, la clé, en fait, c'est pas le style de musique comme tel, mais c'est vraiment que ce soit perçu par les gens comme quelque chose de plaisant et de vivifiant. J'ai des amis qui ont écouté la musique de Rocky avant leur soutenance de thèse. Pour eux, c'était ça qui marchait. Ah, Alors, à réveiller le l'inverse, tigre en soi. exactement. Alors, à l'inverse, il y a le même effet qui existe, l'effet inverse, avec des musiques qui sont très tristes et plus, on va dire, qui vont en fait diminuer les performances, mais parce que ça nous met plutôt dans un état d'esprit moins vif, moins enjoué. Alors, ce qui est pas forcément mal en soi, il y a plein d'autres effets probablement bénéfiques à écouter des musiques plus tristes aussi. Mais si c'est pour vivifier un petit peu les capacités, c'est sûr qu'on va choisir quelque chose qui nous stimule. Euh, et puis là encore, ça dépend aussi de l'objectif thérapeutique qu'on a. Là, je parle de l'effet stimulant de l'écoute de la musique, mais si on cherche un effet apaisant, comme vous disiez tantôt, là, c'est pas la même chose si on veut aller prendre une marche ou si on veut se relaxer en fin de journée avant de s'endormir. Donc là, c'est sûr qu'on va plutôt aller chercher toutes les musiques relaxantes qui vont agir sur le stress, diminuer le taux de cortisol dans le sang, qui est l'hormone du stress. Donc, ça va être vraiment selon l'objectif et puis selon ses préférences personnelles. La prescription, là, doit être absolument individualisée. Et puis, est-ce qu'il y a une différence entre écouter de la musique passivement ou jouer un instrument de musique? Alors oui, c'est complètement différent les effets que ça a sur notre cerveau. Les effets de l'écoute musicale sont des effets plus d'éveil ou d'apaisement qui sont transitoires. C'est des effets à court terme. On va ressentir cet effet-là pendant 15 minutes, 30 minutes, peut-être une heure après la session d'écoute. Et puis ensuite, ben, on revient un petit peu à notre niveau de base. À l'inverse, les effets de la pratique musicale sont durables parce que ceux-là vont vraiment venir modifier la structure et le fonctionnement du cerveau. Quand on étudie le cerveau des musiciens et des non-musiciens, on voit des différences en termes structurels, donc des parties qui sont plus grosses, qui sont plus fournies en neurones que chez les non-musiciens, et puis aussi au niveau fonctionnel, c'est-à-dire la façon dont les différentes aires cérébrales fonctionnent entre elles. Ça, ces effets-là de la pratique, euh, ils viennent influencer tout un tas donc de processus cognitifs qui sont utilisés quand on fait de la musique, la mémoire, toutes les fonctions exécutives, s'ajuster en temps réel, connecter notre feedback visuel, auditif, moteur. Tout ça, va être des fonctions qui vont être améliorées par la pratique de la musique et puis qui vont se transférer à d'autres sphères non musicales parce qu'il y a d'autres situations de la vie quotidienne qui viennent utiliser ces processus-là, qui vont bénéficier du fait qu'ils ont été entraînés par la musique chez les musiciens, par la pratique. Donc, est-ce que jouer un instrument de musique peut être bénéfique pour les gens qui ont un trouble neurocognitif qui affecte justement le mouvement, comme le Parkinson ou la maladie de Lewy body, je pense, c'est une forme d'Alzheimer où la personne est affectée dans sa motricité. Est-ce que ça peut aider? Oui, c'est une autre forme de démence que la maladie d'Alzheimer, de troubles neurocognitifs. Oui, ça peut aider à tous ces niveaux-là, cognitifs, moteurs.
On voit des différences chez les musiciens et les non-musiciens par exemple au niveau de la préservation des capacités cognitives dans le vieillissement. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire l'âge, le statut socio-économique, d'autres choses qu'on essaie de maintenir constantes, on voit que les personnes musiciennes maintiennent un peu mieux leur capacité cognitive en vieillissant que les personnes non musiciennes et développe des troubles neurocognitifs un petit peu plus tard dans la vie. Donc, il y a un effet un peu protecteur ici de la musique. Pas que de la musique, il y a d'autres activités qui permettent d'avoir cet effet-là aussi, par exemple le bilinguisme ou le multilinguisme. Mais donc, ça permet effectivement de résister un petit peu plus longtemps aux atteintes cérébrales liées au vieillissement. Et puis, après, une fois les premières atteintes cérébrale notée, on peut continuer à avoir malgré tout des effets bénéfiques de la pratique de la musique pour essayer de ralentir un petit peu le déclin qui est associé à la maladie. OK, puis quand on parle de prévention, est-ce que c'est trop tard, à l'âge de 50 ans, mettons, de commencer à apprendre un instrument de musique ou est-ce qu'il faut avoir, vraiment pour sentir les effets de la prévention, il faut avoir commencé à pratiquer un instrument de musique très jeune et puis l'avoir pratiqué toute sa vie? C'est une très bonne question, puis c'est une question qui est difficile à répondre en recherche, mais on essaye quand même. Oui. Il faut c'est très difficile de comparer des gens qui ont fait de la musique toute leur vie, puis d'autres qui viennent juste de commencer parce qu'on on peut pas vraiment les, con- les mettre dans une étude scientifique où tout serait très bien contrôlé, randomisé, enfin, où on fait tous nos designs scientifiques très dans le state of the art. Oui. Mais bon, quand on essaie de faire ces études-là, malgré tout, on voit que il y a des effets. C'est pas trop tard de commencer à l'âge de 50 ans. On a des effets qui vont dans le même sens que quand on a commencé plus jeune. Ça va pas forcément être exactement les mêmes effets. Ils vont pas forcément se rendre aussi loin, mais malgré tout, ils vont être associés quand même à des bénéfices, donc à une préservation un renforcement des processus cognitifs, une préservation de ces processus-là. En fait, même selon certains processus cognitifs, ce qui serait le plus important, ce serait même pas depuis combien de temps on joue, mais combien de temps on accorde à la pratique en ce moment. Ah, OK. Donc, avoir appris à 7 ans, mais si on joue juste 1 heure par semaine, serait pas aussi bénéfique que d'être en train d'apprendre maintenant depuis 2 ans, mais d'y jouer beaucoup plus. Euh, Ça dépend aussi comment on joue et comment on apprend. Si on a appris de la musique il y a très longtemps, mais qu'on joue toujours les mêmes airs qu'on connaît depuis toujours, le cerveau va plus vraiment bénéficier de ça parce que c'est des automatismes. Il est plus en train d'apprendre de nouvelles choses. Donc, on n'est plus en train vraiment de le forcer à se former des nouvelles connexions dans le cerveau, de se renforcer, de se réorganiser, performe les mêmes chansons de façon un peu automatique. Alors que quand on est musicien, mais qu'on continue à apprendre des nouveaux morceaux, réapprend un nouvel instrument, va jouer dans un nouveau groupe. On est sans arrêt en train, en fait, de continuer à se challenger puis à progresser. Et c'est ça qui serait, en fait, le plus important pour renforcer sa réserve cognitive. Donc, le niveau de défi, plus que depuis combien de temps on joue. Le niveau de défi dans la Mm. pratique actuelle. Dans le passage qui suit, Aline explique comment on peut prendre soin de son cerveau en réduisant ce qu'elle appelle les facteurs de risque modifiables. Quand on entretient son corps, on entretient son cerveau aussi. Le cerveau, avant tout, c'est un organe du corps qui vieillit comme le reste, mais qui peut se préserver aussi comme le reste. Et quand on prend soin de son cœur, par exemple, on prend soin de son cerveau. Manger moins gras, faire de l'exercice physique, surveiller hypertension, diabète, ne pas fumer, tout ça, ce sont ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables qui vont en fait permettre de réduire drastiquement son risque de troubles neurocognitifs. Donc, et en même temps, son risque de maladie cardiovasculaire, parce que le cerveau, encore une fois, c'est un organe du corps, il est irrigué par le système vasculaire. Si notre cœur et notre système vasculaire est en santé, notre cerveau va rester en santé plus longtemps. Donc, c'est un peu un tout. Tout ça, ça fonctionne ensemble. On prend soin de l'un, on prend soin de l'autre. Puis,
La bonne nouvelle, c'est que c'est la même recette pour prendre soin de son corps et de son cerveau, c'est bouger, bien manger, bien dormir, Oui. prendre soin de sa santé. Et puis, l'autre chose très importante pour le cerveau, c'est de maintenir un bon réseau social. Donc, OK. de sortir, de voir des gens, les amis, la famille, l'intergénérationnel, mais de rester stimulé socialement aussi, c'est très important. OK. Alors, on prend des notes, là. On va aller au gym, on va s'acheter un piano. On va au moins sortir une fois par semaine. On va aller au gym avec un ami et on va chanter sur le chemin. Puisque cette entrevue se déroulait dans le cadre d'une série qui porte sur l'impact de la musique et du chant choral sur les gens qui vivent avec un trouble neurocognitif lié au vieillissement, j'ai demandé à Aline de nous expliquer quels sont les bienfaits du chant sur notre corps et notre cerveau. Le chant, c'est très complet comme activité parce que il y a de la stimulation physique, de la stimulation cognitive, il y a des effets sur l'humeur. Donc, ben, c'est sûr que pour tout ce qui est physique, ben, généralement quand on chante, si on peut, on chante debout. On a beaucoup de travail sur, là je fais des mouvements, on les verra pas, mais on a beaucoup de travail sur sa posture, Oui. sur la respiration. Euh, c'est quand même une activité physique, puis ça fait pomper un petit peu le cœur, mine de rien, de chanter en chorale, pour l'avoir fait. Après, bon, bah, tout ce qui est cognitif, bien sûr, on apprend des chansons. Même si on chante avec les paroles sous les yeux, c'est pas grave, faut quand même mémoriser l'arrimage entre la mélodie, le texte. Il faut s'ajuster sans arrêt à ce que font les autres. Tout ça, ça vient beaucoup chercher tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives, là, s'adapter, mettre à jour les nouvelles, respecter les consignes du chef de chœur. Si on chante plusieurs voix, ben faut bien rester dans sa voix, pas prendre la voix qu'on entend à côté de nous, donc essayer de faire abstraction de tout ça. Ça fait travailler le cerveau fort, fort, fort. Et puis, bien sûr, il y a tous les effets sur l'humeur, le fait que ça régule énormément toutes les fonctions physiologiques. Là, ça fait diminuer le stress, ça fait augmenter la dopamine qui est un peu une hormone l'hormone du bonheur, mais un petit peu aussi l'hormone de l'apprentissage, en fait. Quand on a beaucoup de dopamine, le cerveau apprend mieux. Alors là, on vient dans un cercle vertueux parce que le cerveau apprend plus facilement, donc on a plus de plaisir à apprendre. Et puis, ça vient aussi renforcer beaucoup l'estime de soi, qui est très menacée quand on a un trouble neurocognitif en stade léger, parce on se sent beaucoup vulnérable là dans cette diminution de capacité là qu'on ressent. Donc, ça a vraiment tout un tas d'effets bénéfiques, plus le fait de le faire en groupe, donc avec tous les effets de la stimulation sociale dont je parlais tantôt, qui sont très importants. Puis il y a même des études qui ont montré que chanter, ça a des effets sur le système immunitaire, ça renforce le système immunitaire. OK. Alors, il y a aucune contre-indication là, on y va. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter. Alors, évidemment, si on n'aime pas ça, ça aura pas tous ces effets-là. De la même façon qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'on l'aime pour que ça marche. C'est un effet de faire quelque chose qu'on trouve plaisant. Alors, si on déteste la musique puis qu'on déteste chanter, on ira se trouver une autre activité qui nous semble plaisante et stimulante. Puis de cette autre activité-là, on va retirer les effets. Mais si on aime chanter, il faut pas se retenir de chanter parce qu'on croit qu'on chante pas bien. Grâce à la mémoire procédurale, les personnes avec des troubles de la production du langage ou des troubles de mémoire arrivent à chanter des chansons apprises pendant leur enfance. Donc oui, c'est un effet qui est effectivement très connu que les personnes aphasiques ont beaucoup plus de facilité à produire soit du langage automatique comme des jurons, par exemple, ou des chansons, parce que ça passe par une autre voie que le langage qu'on appelle génératif, où il faut construire sa phrase. Les chansons qu'on a apprises il y a longtemps, elles sont stockées dans une forme de mémoire mémoire procédurale qui permet d'être récupéré beaucoup plus facilement et surtout de façon automatique et non contrôlée, j'allais dire non volontaire, mais non qui nécessite pas un effort conscient et volontaire dans la production. Donc c'est pour ça qu'on arrive à dire des phrases toutes faites comme des jurons ou des fois des expressions ou ça peut être des prières aussi pour les gens qui avaient beaucoup appris et dit de prières quand ils étaient jeunes. Ils vont être capables de réciter une prière au complet alors qu'ils peuvent plus produire une phrase. Donc ça passe par d'autres voies
qui sont beaucoup mieux préservées. De la même façon, en fait, ça explique aussi un petit peu toutes ces voix plus automatiques. Ça explique aussi que des personnes musiciennes, par exemple, peuvent continuer à jouer de leur instrument malgré une maladie d'Alzheimer à un stade modéré, voire avancé, parce que ce sont des procédures automatisées qui restent beaucoup plus robustes aux atteintes, qui viennent comme déranger un petit peu tout le fonctionnement du cerveau. Alors, même s'ils peuvent plus nous dire c'est qui l'auteur, le compositeur de cette chanson, ou nous raconter, nous dire c'était à quelle période, ou nous raconter des détails sur ça, mais les mains sont encore capables de jouer la chanson. Ce sont des procédures automatisées qui restent beaucoup plus longtemps. Donc, c'est comme si nos muscles et notre système nerveux, qui est responsable pour générer nos mouvements, ont leur propre mémoire. Et puis, des gestes qu'on a posés à répétition dans sa vie vont être facilement refaits. Oui, ça reste que c'est le cerveau qui dirige tout ça, là. Ça reste une mémoire qui est, mais oui, elle peut être perçue comme étant beaucoup plus incarnée, corporelle, que d'autres formes de mémoire, comme raconter ce qu'on a fait jeudi dernier ou retrouver le prénom de la nouvelle voisine qu'on a rencontrée hier, par exemple. OK. Et puis j'imagine que est-ce que c'est un phénomène similaire? Je ne sais pas comment on arrive à expliquer qu'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui arrive parfois à peine à reconnaître ses êtres proches, va être encore capable de se rappeler d'une mélodie ou des paroles d'une chanson qu'elle connaît depuis longtemps. C'est ça, c'est un petit peu c'est le même mécanisme en fait. Donc tout ce qui a été appris il y a longtemps, si ça a été beaucoup utilisé, c'est vrai pour d'autres types de procédures comme faire du vélo. On va pas oublier de faire du vélo parce on va pas oublier comment est-ce qu'on pédale sur un vélo parce qu'on a la maladie d'Alzheimer. De la même façon, on va pas oublier les paroles des chansons qu'on a tellement chantées quand on avait de 20 ans à 30 ans. Euh, Parce que c'est des choses qui ont été surapprises et automatisées. Et donc ces choses-là, on va pas les perdre aussi facilement que le reste. Euh, c'est aussi ce qui permet de réapprendre de nouvelles chansons dans une moindre mesure. C'est un petit peu plus difficile, bien sûr, d'apprendre une nouvelle chanson quand on a un trouble neurocognitif que quand on a une personne avec un cerveau sain. Mais on peut quand même réapprendre des chansons avec une maladie d'Alzheimer au stade léger. Ça va être plus facile de mémoriser une nouvelle chanson que juste un texte, par exemple, parce que on a un encodage qu'on appelle multimodal, c'est l'arrimage entre la mélodie et puis les paroles, qui va faire en sorte que la mélodie va comme venir chercher un peu les paroles, ça va nous aider à ramener les paroles. Et puis cette espèce c'est ça, de mémoire automatique là qui embarque, puis qui nous permet, des fois les gens vont chanter la chanson qu'on avait apprise durant les séances précédentes en chorale, puis quand on va leur demander où est-ce que vous avez appris cette chanson-là, ils vont nous dire, moi je la connais depuis toujours. Donc ils vont pas pouvoir nous dire que c'est dans ce contexte-là qu'ils l'ont apprise, puis que voilà, ça fait que 3 semaines qu'ils la connaissent, mais ils vont être capables de la chanter, euh, voilà, comme de façon assez naturelle finalement. D'accord. Alors, même si la personne est atteinte de maladie d'Alzheimer, c'est pas de dire qu'il faut juste revisiter le folklore. On peut encore apprendre de nouvelles chansons. On peut encore apprendre de nouvelles chansons. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, ça va peut-être prendre, voilà, demander un peu plus d'effort ou être un peu moins, un peu plus imparfait, mais ça reste possible. D'accord. Vous avez déjà répondu un peu à ma dernière question qui portait sur la prévention, mais je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup toujours nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre cerveau en santé, pour prévenir les troubles neurocognitifs liés au vieillissement? Donc, on a déjà parlé des bienfaits de la musique, apprendre à jouer un instrument de musique ou continuer à pratiquer de la musique, ça peut être Mhm. très bien aussi. Est-ce que je sais que vous vous intéressez à d'autres champs de loisirs? Est-ce que vous avez peut-être d'autres recommandations ou d'autres conseils à nous donner qui pourraient nous aider? Euh, oui, bah, bon, déjà, il y a toutes les recommandations sur les habitudes de vie, comme on a dit un peu tantôt. Il y a une étude qui a montré que 40% des cas de démence, de troubles neurocognitifs pourraient être évités si on contrôlait tous les facteurs de risque qu'on appelle modifiables. 40%,
c'est presque la moitié. Donc, c'est énorme déjà tout ce qu'on peut faire en jouant sur ses habitudes de vie. Donc, comme on disait, alimentation, sommeil, exercice physique, tout ce qui est de la santé cardiovasculaire, euh, euh, cigarettes, obésité, hypertension, diabète, etc. Aussi tout ce qui est de l'intégrité des sens, et notamment l'audition. Il y a un facteur de risque important qui est lié à la perte auditive à l'âge adulte, qui fait que les gens se déconnectent beaucoup plus Hmm. et finalement augmentent grandement leur risque d'avoir une démence plus tard. Il y a tout ce qui est lié au réseau social. Donc, tous ces facteurs-là vont être très, très, très influents. Et puis, pour ce qui est de la stimulation du cerveau et de la stimulation de la réserve cognitive, ben oui, ça va être tout ce qui est des apprentissages. Euh, il y a des études qui montrent que le niveau de scolarité est très important, c'est-à-dire à quel point les gens ont fait des études. Et ça, c'est parce que c'est relié aussi au niveau de stimulation souvent que les gens ont dans leur vie adulte au travail. Euh, mais par contre, ça n'a pas strictement à être des études ou du travail. On peut chercher ce niveau-là de stimulation dans ses loisirs. Si on n'a pas fait nécessairement un travail stimulant, pas grave, on va aller se stimuler dans nos activités de loisirs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études en ce moment là qui montrent que oui, apprendre une autre langue, faire de la musique, participer à un groupe de lecture, à un atelier de photographie, faire des voyages, faire du bénévolat dans sa communauté, tout ça, ça va avoir le même effet de stimulation et de protection. Euh, En plus, ça nous fait sortir, donc physiquement, ça nous active plus que si on restait à la maison. Ça nous fait voir des gens, etc. Enfin, la clé dans tout ça, c'est la diversité. Faut D'accord. pas se trouver une activité puis aller faire que ça du matin au soir comme une, un exercice qu'on répéterait toujours le même. Il faut essayer de trouver des situations variées, OK. des activités variées, inclure du physique, du cognitif, du social, et puis surtout faire ce qu'on aime, parce que ça c'est très important aussi pour tout ce qu'on disait sur la dopamine, puis toutes les hormones de plaisir qui sont les amis d'un cerveau en santé. La dépression, le stress, l'anxiété sont des ennemis d'un cerveau en santé, donc tout ce qu'on peut faire aussi pour s'amener du plaisir, de la détente, ben ça va aider à rester aussi en santé plus longtemps. Pas juste pour le moral, mais aussi pour la cognition et le physique. D'accord. Donc, je pense que la clé est là. Il faut qu'il y ait un petit niveau de défi dans ce qu'on fait. Donc, continuer à se sortir un petit peu, pas trop, mais un petit peu de sa zone de confort chaque jour ou chaque 2 jours. Pas non plus là pour ça. On n'est pas obligé d'aller faire du skydiving, là. Exactement, on n'est pas obligé d'aller faire du skydiving, on va faire une petite marche autour du bloc, puis déjà on se félicite d'avoir mis le nez dehors quand il pleut. Donc voilà, le défi, la diversité, puis la régularité. Je pense qu'avec ça, on met vraiment toutes les chances de son côté pour prévenir ou du moins repousser autant qu'on peut euh, l'apparition potentielle d'un trouble neurocognitif. D'accord. Je me dis que justement, aller à un concert rock, ça rencontre beaucoup de ces critères à condition de mettre des bouchons et de protéger ses oreilles un peu. Exactement, vous avez tout compris. C'est ce qui conclut cet épisode. Nous remercions encore notre invitée, Aline Moussard. Dans notre prochain balado, nous continuerons d'explorer le thème de la musique et des troubles neurocognitifs liés au vieillissement avec la famille Chéné, qui nous parlera de son expérience avec la chorale Tous en chœur. Cet épisode est diffusé dans le cadre d'un partenariat entre la Société Alzheimer de l'Ontario et le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead. La Société Alzheimer est ravie de jouer un rôle de leadership dans la production et la commercialisation de nos balados afin d'amplifier la voix des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur lié à la mémoire. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre page Facebook et notre site web au www.dementiadialogue.ca/French. Si vous souhaitez partager vos commentaires sur notre série, vous avez une suggestion sur un sujet que vous aimeriez que nous abordions, ou si vous souhaitez participer à notre balado, veuillez nous en faire part en répondant au sondage disponible sur la page d'accueil du site Dementia Dialogue.
Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice Ingrid Gagnon. Merci encore d'avoir été des nôtres.